Bonjour à tous et merci Sciences Po Alumni de nous accueillir avec notre expert Olivier Bourbier. En ce qui me concerne, donc, je suis Jean-François Chanu, diplômé de la promotion 1986. Aujourd'hui, je dirige Madeleine Finance qui, comme on va le voir sur la slide suivante, fait partie d'un groupe de courtage assez important. Pour vous resituer les choses, en fait, on a trois structures. Une structure qui s'appelle Citric et pour courtier en assurance et qui assure des grosses PME et des ETI uniquement dans le secteur de la distribution automobile, créneau sur lequel on fait partie des tout premiers courtiers en France, donc à assurer les réseaux de concessionnaires qui, pour certains, sont devenus des groupes qui font plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Donc, dédié au monde de la distribution automobile, on a une deuxième structure, Madeleine Assurance, qui fait le même métier, mais dans d'autres secteurs d'activité, mais toujours en visant plutôt des grosses PME et des ETI. Et on a créé il y a 3 ans Madeleine Finance, qui a pour vocation majoritairement d'accompagner les dirigeants des entreprises que nous assurons par ailleurs, de les accompagner sur l'ensemble de leurs problématiques personnelles. Et donc, c'est la slide suivante, Olivier, s'il te plaît. Sur l'ensemble de leur problématique, vraiment au sens large, ce qui est patrimonial, mais plus largement que ce qu'on peut voir ou entendre dans des banques privées, même dans des banques de gestion de fortune, puisqu'on va couvrir des sujets retraite, optimisation retraite au sens des régimes obligatoires, et c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Ça va être des sujets de prévoyance, tant pour protéger le dirigeant que sa famille, que des stratégies pour se protéger entre associés quand il s'agit de dirigeants, des réflexions sur la cession et la transmission de leur entreprise, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux quand ils vendent. Ça peut être des sujets de refinancement, notamment parce qu'on a des clients qui ont beaucoup d'immobilier d'exploitation. Et puis, le moment venu, s'ils estiment qu'on à la fois on les a bien assurés sur leur outil de travail, qu'on les a bien accompagnés à titre personnel, ça peut être l'occasion pour nous de les accompagner sur la stratégie d'investissement des capitaux dont ils vont disposer au moment où ils vont soit vendre totalement leur entreprise, soit réaliser du cash out, soit toucher des dividendes importants. Tout ça, évidemment, en essayant de le conjuguer avec la fiscalité pour réduire au minimum cette pression fiscale. Donc, on s'est entouré d'un réseau d'experts indépendants. On a déjà fait, c'est le 4e webinaire que nous faisons pour les anciens Sciences Po. Et aujourd'hui, donc, il est dédié à l'optimisation de la retraite au sens des régimes obligatoires, pour voir de quelle manière on peut optimiser les choses quand c'est possible. Et surtout, on peut le faire d'autant plus qu'on va anticiper dans sa réflexion et ce qui peut permettre d'avoir suffisamment de temps pour mettre en place des stratégies de sortie pour essayer d'avoir un niveau d'amélioration le plus élevé possible. Alors, c'est un sujet, évidemment, d'abord qui est dans le contexte de la retraite actuelle. Donc, il doit y avoir une réforme dans les prochains mois qui peut changer un petit peu les choses, en tout cas pour certaines classes d'âge. C'est un sujet qui est assez vaste parce qu'on s'adresse aussi bien à des gens qui sont salariés, qui soient dirigeants ou cadres dirigeants ou cadres supérieurs, mais on s'adresse aussi à des gens qui peuvent être travailleurs non salariés, profession libérale, voire un chef d'entreprise. Donc, on a essayé de faire quelque chose qui puisse parler un peu à tout le monde. C'est pas évident parce que les stratégies et les possibilités ne sont pas toujours les mêmes, mais on va déjà bien rappeler sur quoi est assis le système des retraites, pour voir ensuite ce qu'il est possible d'envisager suivant sa situation personnelle et suivant sa capacité notamment à pouvoir organiser sa sortie, soit sur des cadres dirigeants d'une entreprise petite ou plus importante, ou si on est évidemment chef d'entreprise ou profession libérale, auquel cas on a plus les coups des franches pour organiser les choses. Donc Olivier, par ailleurs, enseigne à Dauphine dans les domaines, dans les masters de gestion de patrimoine, puisque ça fait quand même partie des points importants à travailler pour les clients. Olivier, je
Je te laisse la parole. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, alors soit au cours de la réunion, s'il y a vraiment un point qui vous concerne peu particulièrement, ou les regrouper à la fin à votre convenance. Merci Jean-François. Donc, effectivement, bonjour à tous. Donc, l'objectif de cette session, c'est vous sensibiliser à l'avant préparation de la retraite, c'est de dire, comme l'expliquait tout à l'heure Jean-François, que préparer sa retraite quelque part ne s'improvise pas, et notamment par rapport au constat qu'on va effectuer. Et une fois que l'on va préparer sa retraite, va se poser la question de la mise en œuvre opérationnelle de la préparation de cette retraite, en sachant que là, l'objectif de cette intervention n'est pas forcément de parler de solutions dites traditionnelles en termes de produits, mais plutôt d'évoquer les particularités des systèmes de retraite, notamment liées à la notion de cumul emploi-retraite dans sa version libéralisée, dans sa version plafonnée, les particularités liées à certains d'entre vous qui ont pu partir ou qui pourront partir de manière anticipée dès 60 ans ou entre 60 et 62 ans par rapport à des cumuls emploi-retraite, par rapport à des départs anticipés pour carrière longue, pardon. Et puis, y intégrer des notions également liées au droit chômage, puisque de plus en plus, on se rend compte que appréhender ou aborder la question de la préparation de sa retraite à l'aune de la maîtrise des droits chômage est absolument fondamental, notamment pour des personnes qui, parmi d'entre vous, ont été travaillées à l'étranger, ont peut-être eu des situations sur lesquelles on a eu des carrières erratiques, au sens, ce que vous disiez tout à l'heure, expatriation ou création de société ou période de chômage pour ceux qui ont eu des séquences de création de structures. Aujourd'hui, pour expliquer un petit peu la finalité qu'on est en train d'évoquer et d'expliquer d'où ça vient, rapide présentation de ce qu'est mon métier. Donc moi, j'ai plutôt identifié comme étant un expert des régimes sociaux, un ingénieur social ou un trucologue. Ça dépend comment on verra les choses. C'est en fait d'aller travailler des pistes de réflexion qui ne sont pas forcément appréhendé par les experts comptables, les avocats ou les personnes spécialisées dans le conseil traditionnel, parce qu'avec Jean-François, on a voulu véritablement se positionner dans une offre de service avec une notion de niche, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, la capacité à être très, très précis sur des secteurs très réduits, mais très profonds en termes de réflexion. Donc, en gros, les métiers ou le métier qui est le mien va se définir à travers deux axes. Le premier, c'est l'axe relatif à la retraite. On va voir, bien entendu, comment ça se développe et comment ça s'organise. Et un second qui est un peu son corollaire, soit en amont, soit a posteriori, qui est de dire, voilà, une fois que j'ai défini que j'allais partir à la retraite, que j'allais éventuellement faire un cumul emploi-retraite, comment je m'organise derrière ? Avec les questions récurrentes, est-ce que je me mets en SAS parce que tout le monde m'explique que la SAS ou la SASU a du sens par rapport à la perception de dividendes? Est-ce que je me mets en micro-entreprise? Est-ce que je me mets en auto-entreprise? Mais si j'ai des droits de chômage, comment ça fonctionne? Et quid de mon conjoint? Donc là, on va plutôt être dans la partie relative au second axe qui est lié à l'optimisation de la rémunération du dirigeant de manière générale, dédiée à la partie retraite, en particulier de ce qui nous concerne. Et j'en profite pour faire un commentaire par rapport à un vécu sur le terrain avec nos clients. C'est que souvent, clients ou même relations amicales, à qui on peut parler de ce sujet-là évidemment dans nos générations, qui me disent oh, non, de toute façon, c'est bon, moi j'ai téléchargé mon relevé de carrière, je sais combien je vais toucher, et puis ça s'arrête là. Effectivement, ça peut s'arrêter là, mais on s'aperçoit, parce qu'on a quand même travaillé sur pas mal de dossiers depuis 3 ans avec Olivier, qu'il y a quand même dans 9 cas sur 10 quasiment quelque chose à faire pour optimiser la situation de sortie au moment de la retraite. Soit parce que Olivier va dire, soit parce que les relevés sont faux ou incomplets, soit parce qu'il y a un certain nombre de stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour essayer de cumuler des systèmes qui existent et qui, je dirais, ne nous font pas contourner la loi, mais qui nous font optimiser ce qui existe en matière de dispositifs. Exactement.
Donc, je reprends ce que tu disais, effectivement, sur le simple fait de récupérer son relevé de carrière. On constate que dans 9 cas sur 10, effectivement, il y a quelque chose à raconter, et notamment parce qu'on s'aperçoit que les relevés de carrière sont souvent porteurs d'erreurs. Alors, pas des erreurs monumentales, mais des erreurs quand même qui, par définition, comme ça va être le matériau brut avec lequel on va travailler pour préparer les stratégies retraite, si dès le départ, ce matériau brut comporte des erreurs, fondamentalement, ce qui va en découler, notamment dans la réflexion et la stratégie la plus aboutie à mettre en œuvre, forcément, si on est sur des séquences de départ qui seront fausses, les préconisations derrière ne seront pas forcément les plus vertueuses. Et la première, d'ailleurs, souvent, des éléments qui est le plus, enfin, qui est un manque dans ces relevés, pas une erreur, enfin bon, même si ça revient au même, c'est souvent, notamment pour les femmes, que le fait d'avoir eu des enfants n'est pas pris en compte dans le relevé de carrière. Olivier l'évoquera après, mais bon, les femmes qui ont des enfants, ça leur permet de récupérer un certain nombre de trimestres, et c'est pas négligeable, surtout quand on en a eu plusieurs, non. Et c'est souvent le premier constat. Pour les hommes, souvent le service militaire n'est pas forcément intégré. Les jobs qu'on a pu faire quand on était jeune, si on était rémunéré, même chose. Donc ça peut permettre parfois de récupérer un nombre non négligeable de trimestres assez facilement, mais si on se contente de télécharger son relevé de carrière, on ne le voit pas, et puis si on ne le sait pas, on ne pense pas qu'il y a quelque chose à faire. Exactement, sur l'élément vraiment caricatural, c'est pour les mamans qui ont eu des enfants, le nombre de trimestres associé au nombre d'enfants est égal à 8. Il y en a 4 pour le caractère naissance pure et dure, 4 au titre de l'éducation. D'ailleurs, ces 4 peuvent être échangés avec le papa entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. On peut échanger des trimestres avec le papa si l'enfant a entre 4 ans et 4 ans et demi. Mais quoi qu'il en soit, si on regarde les relevés, dans la grande majorité des cas, les relevés de carrière ne prennent pas en compte pour les mamans les trimestres qu'on appelle des majorations de durée d'assurance. Et ce qui veut dire que si j'ai eu 2 enfants, je peux vraisemblablement envisager de partir avec 2 fois 8 trimestres, c'est-à-dire plusieurs années d'anticipation, ce qui a pour vertu quand même de changer la donne entre je pars à 62 ou est-ce que je pars à 65, 66 ou 67. Le caractère service militaire, effectivement, est un grand absent des relevés, comme les personnes qui vont travailler à l'étranger, sur lesquelles ne pas oublier que dans beaucoup de pays de la communauté européenne, pays européens, pays de type Amérique ou autres, États-Unis, on a des conventions bilatérales qui permettent une reconnaissance des trimestres validés à l'étranger et pris en compte en France. Alors après, il y a des calculs bien spécifiques dont on n'évoquera pas le sujet aujourd'hui, mais c'est de dire, voilà, dans la majorité des cas, les accords bilatéraux nous permettent d'avoir une reconnaissance des trimestres effectués à l'étranger, en France, et si ce n'est pas indiqué sur les relevés de carrière, fondamentalement, il va y avoir des plantages. Même chose pour ceux qui ont eu des périodes de chômage. Sachez que de rester inscrit ou d'avoir eu des séquences d'indemnisation versées sous forme de capital ou sous forme d'indemnité versée par le Pôle emploi de manière régulière permet de générer ou d'autogénérer des trimestres. Une fois qu'on a notamment, pour ceux qui ont travaillé à l'étranger, mais évidemment en France, on a le cas de beaucoup de Français qui ont travaillé au Royaume-Uni, par exemple, ou en Suisse, Belgique, Luxembourg. Donc, c'est des pays avec lesquels on ne retrouvera pas forcément ça sur le relevé de carrière qu'on va télécharger, mais on peut faire les démarches pour faire reconnaître ces trimestres de travail à l'étranger. Exactement. Le second constat qui détermine toujours quelle va être la nature de mon métier, ça va être la notion d'optimisation de la rémunération. Donc, en gros, c'est de dire quoi? C'est de dire, aujourd'hui, sur un statut qui est le mien, salarié ou non salarié, comment, quand je vais préparer ma retraite et après la préparation de ma retraite, comment je vais choisir la structure juridique qui éventuellement me permettra de continuer à exercer un niveau de rémunération, une rémunération en complément de ma retraite,
et qui dit statut juridique, dit également mon statut social. Est-ce que j'ai intérêt, pour ceux qui étaient salariés, de rester salariés? Pour ceux qui sont, parmi d'entre vous, qui sont travailleurs non salariés ou profession libérale, travailleurs non salariés, est-ce que j'ai également intérêt à rester dans cette fonction-là? Comment je peux avoir un intérêt si je suis dans une situation de vivre ou de partager ma vie avec quelqu'un de type mariage, Pacs ou union libre, donc à qui je pourrais éventuellement, avec qui je pourrais bâtir une stratégie d'optimisation, voir comment je peux utiliser les périphériques qui m'éviteront ultérieurement de proposer ou de présenter à l'administration fiscale et sociale une assiette de rémunération qui serait l'objectif la moins assujettie à prélèvement. Et bien entendu, je parle de charges sociales et de prélèvements fiscaux. Alors, évidemment, ça dépend de son statut dans l'entreprise et de la taille de l'entreprise. Si on est cadre supérieur dans une très grande entreprise, on n'a pas forcément la faculté de négocier avec son employeur le changement de statut. Si tant est que ça représente un intérêt aussi en termes de charges pour lui. Donc, c'est pour ça que ce qu'on dit aujourd'hui est un petit peu destiné à tout le monde, mais il y a des cas de figure où c'est plus simple que d'autres à proposer, à mettre en place. Vous êtes dans une structure de quelques dizaines de personnes, vous avez un lien assez proche avec la direction générale, vous en faites peut-être partie. C'est plus facile de négocier avec le dirigeant, de dire voilà, je peux changer de statut et voilà l'intérêt que tu vas en retirer en termes de charges. Moi, en termes de charges, on change d'organisation du travail, mais bon, ça c'est possible dans des structures où on a une proximité suffisante avec le top management pour mettre en avant ce que va démontrer Olivier. Alors, je rebondis également à ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte souvent aussi dans des structures, alors bien entendu, on est plutôt dans du top management ou de la relation cadre sup, où on peut facilement discuter avec l'employeur, mais on se rend compte que dans beaucoup de cas de figure, parce que tout ce qu'on va évoquer est un petit peu obscur ou un petit peu ésotérique pour certains, parce qu'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants et que c'est un peu le corps mou du conseil par rapport à des grosses sessions de conseil sur du family office ou sur des conseils stratégiques un petit peu poussés. On s'aperçoit que l'employeur n'est pas totalement à l'aise avec ce qu'on va évoquer, par défaut, parce qu'il ne connaît pas suffisamment. Le salarié n'ose pas, et on se retrouve dans un environnement où c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que personne n'ose en parler parce que personne ne maîtrise correctement. Et l'idée, c'est quand même à un moment donné de pouvoir présenter ou proposer, ou d'être force de proposition. Ça aboutit tant mieux, ça n'aboutit pas, au moins ça a été proposé. Mais le grand constat, et là je rejoins complètement Jean-François, c'est que ces démarches qu'on va envisager ensemble ou voir ensemble ne sont pas toujours appréhendées de manière spontanée parce que pas suffisamment maîtrisées. On va reposer les fondamentaux concernant le système de retraite en présentant donc cette slide où dans le premier rectangle supérieur gauche, on va définir comment est organisé le système de retraite en France, en sachant que je sois salarié, travailleur non salarié, et j'aurais tendance à dire travailleur non salarié, profession libérale. Également, on va se retrouver dans le même environnement, que l'on soit monostatut, c'est-à-dire j'ai été salarié toute ma vie, ou si je suis polypensionné potentiel, c'est-à-dire j'ai été une partie de ma carrière dans la fonction publique, puis une partie de ma carrière en tant que salarié du privé, puis une partie de ma carrière en tant que profession libérale ou à mon compte. Bref, systématiquement, on va se retrouver dans un environnement de type pyramidal tel qu'il est exposé sur le slide. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici un régime de base. Donc, un régime de base, ça veut dire que, pour l'instant, je vais plutôt m'attacher à discuter sur la notion de salarié et éventuellement de travailleurs non salariés, dits artisans commerçants. Le régime de base, ça va être le régime porté par la sécurité sociale. On aura l'occasion d'y revenir. C'est un régime qui est plafonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est pas directement proportionnel à mon système de rémunération.
Dit encore autrement, ça veut dire que pour certains d'entre vous qui vont récupérer leur relevé de carrière, ne soyez pas étonnés sur la partie détermination du régime de base ou prise en compte des rémunérations par le régime de base, ne soyez pas étonnés de constater un écart qui peut y avoir entre votre rémunération réelle, imaginons je gagne 80 000 euros bruts de revenus, et ce qui est répercuté sur votre relevé de carrière, puisque les salaires ou les revenus répertoriés sur les relevés de carrière sont par définition plafonnés. Donc, il y a un plafond et ce plafond est exprimé en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale, qui est une donnée qui progresse tous les ans, mais une donnée qui est de l'ordre de, enfin pas de l'ordre, qui est de 41 136 euros en 2022. C'était le même cas en 2021. Donc, quand vous allez regarder vos relevés de carrière et que vous allez constater le salaire qui sera retenu en 2022 et en 2021, ce sera un salaire qui sera au mieux plafonné à 41 136. Si vous gagnez plus, ce ne sera pas pris en compte pour le régime de base, mais pris en compte pour les régimes complémentaires. On y vient juste après. Pour ceux qui gagnent moins que le 41 136, bien entendu, ce sera le salaire réellement perçu qui sera pris en compte. Pour les travailleurs non salariés, artisans, commerçants, ça fonctionne exactement de la même manière. Et pour nos amis professions libérales, on a un mécanisme qui fonctionne également sensiblement de la même manière, à ceci près, c'est qu'on est dans une logique d'acquisition de points, là où quand on est salarié ou non salarié, artisan, commerçant, on le verra tout à l'heure, la notion de points ne vaut que pour les régimes complémentaires. Le régime de base sera exprimé par rapport à la formule qu'on évoquera tout à l'heure et qui est dans mon rectangle inférieur gauche. Donc, est-ce que ce point est à peu près clair pour tout le monde? Parce qu'en fait, c'est vrai que les trimestres ne concernent que le socle de base, hein, qui concerne les rémunérations jusqu'à un pass, hein, aujourd'hui à peu près 41 000 euros. Donc, dans l'idée, souvent, l'idée très confuse, les gens pensent que l'ensemble, le système de trimestre touche l'ensemble de leur rémunération. En fait, non, les trimestres, ils les valident sur cette première tranche de revenus, puis après, vous avez le système des points Agir Carco que vous connaissez et que vous retrouvez dans vos relevés. Et on le verra tout à l'heure, mais dans le régime de base, sont retenues les 25 meilleures années travaillées, que je sois salarié ou non salarié, les 25 meilleures années, mais plafonnées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on entend des clients qui nous disent « c'est super, j'ai augmenté ma rémunération pour augmenter la valeur de mon salaire annuel moyen, calculé sur les 25 meilleures années », attention, au-delà de 40 000 ou 41 000 euros, sur augmenter sa rémunération n'aura aucun impact parce que, par définition, le régime de base est plafonné. Une fois qu'on a dit ça, ce régime de base plafonné est complété par un régime complémentaire obligatoire que vous connaissez pour ceux d'entre vous qui sont salariés, qu'on appelle l'ARCO et l'AGIRC, en sachant que depuis quelques années, le régime a fusionné, mais globalement, on reste avec le même concept, c'est-à-dire que le régime ARCO et le régime AGIRC vont générer des points cette fois-ci. Donc, on n'est plus en train de parler de salaire annuel moyen ou de revenu annuel moyen. On prend vraiment le salaire global et réel constaté. Sur la partie du salaire qui est compris entre 0 et le premier plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire jusque 41 000 euros, on va avoir un jeu de cotisation qui me permet d'aller chercher des points. Alors, pour faire simple, on est au maximum à 150 points. D'accord? Donc, un point, c'est quoi? C'est j'ai mon salaire, j'ai un niveau de cotisation. Donc, j'ai un niveau de cotisation, par exemple, pour l'ARCO qui est de 6,20. Donc, imaginons sur les premiers 40 000 euros de ma rémunération, je vais cotiser 6,20 sur les 40 000 euros, en sachant que si vous regardez vos feuilles de paye, vous allez vous dire, mais Olivier dit des bêtises, ce n'est pas 6,20, c'est légèrement supérieur. Vous avez raison, ce sera légèrement supérieur, c'est ce qu'on appelle le taux d'appel, c'est-à-dire le taux que je vais payer, mais je vais générer des points uniquement sur la somme de la cotisation à 6,20 générée par moi et l'employeur. Ces 6,20 s'appelle en fait le taux contractuel, c'est-à-dire le taux générateur de droits. Hein, donc j'ai deux choses, j'ai ce qui va générer des droits, c'est 6,20, et ce qui va être réellement payé,
ce qu'on appelle le taux d'appel. La différence est de l'ordre de 20% ou 21%, c'est-à-dire que je vais payer 21% de plus que le taux d'appel, et cette différence de 21% de taux supplémentaire permet de verser ou de servir ce qu'on appelle le taux, le système français de répartition, c'est-à-dire les taux d'équilibre. Donc, et en gros, au-delà, vous payez pour les autres. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, je ne sais plus si c'est 21 ou on est à 25 le taux d'appel. Non, c'est ça, 1,21. Quand je suis donc au niveau de l'ARCO, c'est donc la partie de mon salaire compris entre 0 et 40 000 euros. Le taux va me permettre de générer des points et c'est simple. Faisons un calcul très simple. Je fais 40 000 euros que je vais multiplier par 6,20%. Je vais générer 2 480 euros de taux de cotisation. D'accord ? Et une fois que j'ai ma cotisation, je vais au marché au point. C'est-à-dire que je vais acheter le point. Le point, je vais l'acheter 17 euros, c'est-à-dire le montant de ma cotisation, je vais le diviser par 17 euros et j'obtiens dans ce cas précis, non pas 150 qui est la valeur optimale, mais 145 points. Donc ce point que j'ai acheté 17 euros, je vais au moment du départ à la retraite le revendre. Je ne vais pas le revendre 17 euros, je vais le revendre entre 1,24 et 1,27, on va dire 1,27 actuellement, il va monter à 1,28 très prochainement, et on va se dire, mais c'est terrible, j'ai acheté un point 17 que je revends 1,28, globalement, le différentiel entre le 17 et le 1,28, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une projection du législateur qui dit 17 euros divisé par 1,27 ou 1,28, ça revient à entre 13 et 14 années d'espérance de vie. Donc, on est censé dire que le point que j'ai acheté 17 euros doit être consommé sur une espérance de vie de 13 ou 14 ans. Et là, on met le doigt sur quelque chose qui est excessivement sensible, c'est de se dire que l'espérance de vie augmentant, bien entendu, la notion de table de mortalité n'est plus du tout la même maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, et que le rapport 17 euros d'achat reversé à 1,28 € n'a plus lieu d'être. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est comme ça que fonctionne le système. Donc, au titre de l'ARCO, je me retrouvais sur mon assiette à cotiser à hauteur de 6,20 et j'aurais au maximum entre 145 et 150 points. La partie AGIRC, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être la partie de mon salaire qui va dépasser 40 000 euros, le plafond de la Sécu. En l'occurrence, le vrai plafond, c'est 41 000, mais par souci pédagogique, on va se limiter à 40. Et toute la partie au-delà de 40 000 euros va être assujettie à de l'appel de cotisation au taux de l'AGIRC. La différence entre l'ARCO et l'AGIRC, c'est que j'ai un taux d'appel et surtout un taux contractuel générateur de points qui n'est plus le même. Je passe de 6,20 à 17, et même fonctionnement, même gymnastique sur l'assiette dédiée à l'achat de points. Donc, en l'occurrence, ici, si j'ai 60 000 euros de salaire brut, j'aurai une composante de l'ARCO à 40 000, puis entre 40 et 60 000 de salaire brut, je vais avoir une assiette de 20 000 euros. Cette assiette de 20 000 euros va être concernée par un taux de cotisation contractuel de 17%. Je vais donc avoir ici un taux de cotisation ou un montant de cotisation qui, rebelote, me permettra d'acheter des points. Ces points seront reconvertis en termes de rente à la sortie. Pour quelqu'un qui est travailleur non salarié, au titre du régime de base blanc-bonnet et bonnet blanc, les règles sont exactement les mêmes. La seule petite différence, c'est que quand on est confronté à quelqu'un qui est salarié, le salaire pris en compte, c'est le salaire brut, et l'assiette prise en compte pour quelqu'un qui est travailleur non salarié, profession libérale ou artisan commerçant, sera bien évidemment non pas le salaire brut, puisque la notion de salaire n'existe pas, mais le revenu net tel qu'il est censé être déclaré à l'administration fiscale, puisque les assiettes fiscales et sociales sont alignées. Donc, régime de base, sensiblement même combat, et régime complémentaire, même punition. Je vais avoir dans la majorité des cas de figure, que je sois
artisans, commerçants, salariés ou régime complémentaire, profession libérale, je vais avoir un mécanisme d'appel de cotisation exprimé sous forme de points et de fabrication de points en termes de construction de ma retraite, avec des spécificités, que je sois expert comptable, dentiste, avocat, activité généralement ordinale, on a des mécaniques de calcul de retraite bien spécifiques. Et puis, une fois qu'on a dit qu'on a un régime complémentaire obligatoire générateur de droits et pour le coup proportionnel à mon système de rémunération, pourra se poser la question des régimes dits facultatifs qui, là, sont soit des contrats que vous avez souscrits à titre personnel, d'accord ? On peut intégrer la notion que l'apport ou de réfléchir à travers des biens de type immobilier rentre ou participe à la réflexion de la retraite, la fabrication de la retraite, mais les régimes facultatifs, on va également les avoir à travers les contrats groupes qui sont financés ou cofinancés par l'employeur. Et bien entendu, on le verra tout à l'heure également, les logiques liées à de l'intéressement de la participation et des nouveaux supports de type PERP, plan d'épargne retraite, qui remplacent les contrats de type PERP que révoquera tout à l'heure Jean-François. Une fois qu'on a posé le contexte du régime de base, du régime complémentaire, que le régime de base est plafonné, que le régime complémentaire est proportionnel à la rémunération, mais va s'exprimer en points, on va déterminer ce que va me donner la retraite ici au titre du régime de base. Donc, on l'a très rapidement évoqué tout à l'heure. Quand je suis au titre du régime de base, la formule qui va me permettre de convertir toutes mes cotisations et tous mes revenus en rente viagère, ça va être la formule suivante, c'est le salaire annuel moyen. Donc, on va prendre tous les revenus qui sont les miens en tant que salarié ou en tant que non-salarié, on prend les 25 meilleurs. Et qu'est-ce qui va se passer ? Mes salaires d'il y a 10, 15 ou 20 ans vont être revalorisés pour suivre, entre guillemets, le système inflationniste, mais pas que. Mais je vais me retrouver avec un salaire qui va être revalorisé pour qu'on ait un salaire médian qui corresponde sensiblement à un suivi inflationniste correct. Donc, on est en train de dire quoi ? On est en train de dire que pour simplifier et déterminer le montant du salaire annuel moyen qui sera le vôtre sur les 25 meilleures années, de manière très, très empirique, on prend le plafond de la sécurité sociale actuelle de l'année en cours, donc en 2022, on va dire 41 000, et pour avoir une idée à peu près précise de ce qui va se passer, retenez qu'on va prendre le salaire, le plafond annuel de la sécurité sociale actuel, vous le multipliez par 85%, donc en l'occurrence ici j'aurai du 35 000 €, et ce 35 000 € correspondant à 85% du salaire annuel moyen, plafonné donc de mon plafond de la sécurité sociale, ce 85% du plafond annuel de la sécurité sociale représentera l'assiette maximale de calcul de votre retraite de base. Donc, en l'occurrence, on est entre 35, 37, entre 35 et 37 000 €, qui sera mon salaire annuel moyen maximal. Ce salaire annuel moyen sera multiplié par un taux. Ce taux est réputé plein quand, on le verra tout à l'heure, j'ai atteint soit 67 ans, soit le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention de ce taux plein. Et le taux plein, contrairement à ce qu'il évoque, n'est pas égal à 100%. En retraite, le taux plein maximal est à 50%. Donc, quand on parle de taux plein en retraite, on fait référence à un taux égal à 50%, correspondant sensiblement au maximum de ce que pourra me verser la retraite. Alors, bien évidemment, schématiquement, en fait, c'est 50% des 85% de 41 000 €. C'est ça, c'est ça. Si vous avez tous vos trimestres, ou si vous ne les avez pas à 62 ans et que vous ne les avez pas avant 67 ans, vous avez à ce moment-là ce qu'on appelle le taux plein automatique. Mais donc, vous n'aurez sur le régime de base de la sécurité sociale que 50% de 85%. Donc, taux plein, c'est génial, c'est 100%. Non, le taux plein pour la sécurité sociale, c'est 50%. Donc, voilà. Exactement. Il y a une question juste, je l'évoque parce que, au passage, y a-t-il des plafonds pour Agir Carco? Alors, je ne sais pas si les plafonds de cotisation, je pense que c'est plutôt des plafonds au moment de la retraite. Je pense que c'est ça que
Que veut dire la question, Alors, Olivier? la réponse est la suivante. Avant 2016, on avait des distinctions au niveau de la GIRC entre ce qu'on appelait la tranchée et la non-tranchée. La tranchée, ce sont les salaires qui sont au-delà de 300 000 euros qui permettaient d'aller chercher également des points, sauf que la particularité de ces points générés en tranche C, c'est qu'ils ne pouvaient pas être liquidés, sauf à supporter des minorations, mais les points tranchés avaient vocation à être liquidés à 67 ans. Dit encore autrement, quelqu'un qui avait tous ses trimestres, et c'est ce qu'on va voir après, avait tous ses trimestres pour liquider sa retraite dès 62 ans, mais qui dans une partie de sa retraite, dans une partie de son activité, avait eu des postes à forte rémunération en tant que salarié, pouvait constater sur son relevé de carrière des points générés au titre de la tranche C, et ces points ne pouvaient être convertis en rente et donc liquidés sans pénalité, c'est-à-dire sans minoration, qu'à condition d'être liquidés à 67 ans. Les liquidés avant 67 ans revient encore maintenant à subir des coefficients de minoration qui, quand on regarde d'un point de vue calculatoire ce qui se passe, sont un faux problème. Pourquoi ? Parce que quand on calcule de la retraite, il faut à un moment donné déterminer ce qu'on appelle une espérance de vie économique pour pas être morbide, qui est de dire quoi ? Qui est de dire que, on va dire qu'entre 62 et 80 ou 85 ans, les besoins économiques sont clairement définis. On continue à avoir une activité professionnelle, sociale, voyage et autres qui nécessitent de disposer de revenus non négligeables. Et au-delà de 80-85 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Les besoins financiers, dans la grande majorité des cas, sont moins importants. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on détermine comme âge butoir 85 ans comme étant la période charnière où je dois avoir entre la liquidation de ma retraite et mes 85 ans le maximum de revenus, la question fondamentale de quand dois-je liquider mes retraites au titre des tranches C va se poser. Et par le calcul, on va montrer quoi ? On va montrer que bien souvent, dans la majorité des cas, il est préférable de liquider sa retraite tranche C avec une minoration quasiment maximale. Une minoration maximale, ça veut dire que j'accepte de dégrader à vie mes points retraite limités à la tranche C jusqu'à 20%. C'est-à-dire que j'accepte de perdre 20% de la valeur de mes points ou de la valeur de ma retraite issue de la tranche C parce que j'ai liquidé ma retraite à 62 ans. Et bien, on se rend compte que bien souvent, il est préférable d'avoir une minoration, mais de me permettre de toucher la retraite dégradée de 62 à 85 ans, donc de toucher peut-être plus longtemps, mais un peu moins, que d'attendre d'avoir 67 ans, de ne pas avoir de minoration parce que j'ai attendu 67 ans, mais de la toucher de manière plus forte, mais moins longtemps et moins rentable que de toucher la retraite de manière plus faible, mais plus longtemps dans la grande majorité des cas. Donc, pour répondre à la question, oui, on se retrouve avec des mécanismes bien spécifiques pour les personnes qui sont en tranche C de voir leur retraite minorée, mais qui, dans le calcul, quand on fait les stratégies ou qu'on fait les calculs de comparaison, de se dire est-ce que j'ai plutôt intérêt à liquider ma retraite dès 62 ans ou la reporter à 67 ans pour la trancher, on s'aperçoit que le départ à 62 ans a souvent du sens. Comme ça a du sens de ne pas paniquer devant la fameuse minoration de retraite au titre des régimes complémentaires. C'est ce qu'on appelle l'âge pivot. Alors, c'est ce qu'on n'a pas encore bien compris de ce qui va se passer au titre de la législation ou au titre de la réforme de la retraite. Mais aujourd'hui, quand ici j'exprime le fait que l'âge de départ à la retraite est de 62 ans, en fait, on ne dit pas totalement la vérité. C'est-à-dire que l'âge légal auquel je peux prétendre liquider ma retraite est bien de 62 ans, mais le législateur nous dit, si vous ne reportez pas d'un an l'âge effectif de départ, c'est-à-dire j'ai tous mes trimestres à 62 ans, mais le législateur va dire, on va t'inciter à ne pas liquider ta retraite à 62 ans, mais de la reporter à 62. Donc l'âge légal
à 63, pardon. L'âge légal reste 62, mais ce qu'on va appeler l'âge pivot va devenir 63. Et qu'est-ce que c'est que l'âge pivot? C'est un attrape, un attrape, je ne sais pas quoi, mais c'est un miroir aux alouettes qui dit quoi? Qui dit que parce que je reporte d'un an mon départ, ma liquidation de retraite, alors je ne vais pas subir un malus de 10% qui sera calculé sur les régimes complémentaires du salarié, ARCO et AGIRC. Et donc, ce malus de 10% fonctionnera pendant 3 ans. Illustration. Je décide de liquider ma retraite à 62 ans parce que j'ai tous les points, tous les trimestres pour liquider la retraite à ce moment-là. À 62 ans, si je continue, je maintiens la liquidation à 62 ans, je vais avoir pendant 3 ans une minoration de 10% de mes droits issus des régimes ARCO-AGIRC. Et puis, au bout de la 4e année, les droits vont redevenir normaux, d'accord? Pour éviter ça, qu'est-ce qui va se passer? Je peux liquider ma retraite à 63 ans et ne pas avoir ce fameux malus de 10%, et je peux même aller chercher du bonus si je vais maintenir mon activité au-delà. Mais quand on pose les calculs, on s'aperçoit que c'est une supercherie, parce que imaginons que je me retrouve avec une retraite globale de 3 000 € net par mois, dont, imaginons, 2 000 € au titre des régimes ARCO-AGIRC. Le match est assez simple à faire, c'est de se dire combien va coûter pendant 3 ans de perdre 10% de 2 000 €, c'est-à-dire 200 €, 200 € par mois pendant 3 ans, versus, mais moi je m'en moque de reporter, parce que je préfère toucher par anticipation au sens 62 versus 63 ans, moi je préfère toucher dès mes 62 ans ma retraite pendant 12 mois, c'est-à-dire mes 3 000 € moins 200 €, c'est-à-dire 2 800 €, percevoir 2 800 € par mois pendant 12 mois sera très certainement plus rentable que de dire j'économise 200 € par mois pendant 3 ans. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les mécanismes de malus font hurler les personnes qui viennent nous voir et qui ne sont pas à l'aise sur la compréhension calculatoire des enjeux de la retraite, mais quelque part qui est un faux problème, mais habilement présenté, habilement structuré dans les relevés de carrière pour vous donner la sensation que ce malus va détériorer de manière confiscatoire vos liquidations de retraite. On en revient aux âges et aux taux pleins. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que la liquidation de la retraite, c'est 62 ans. Ne pas liquider sa retraite ou ne pas reporter la retraite, la demande de retraite de 62 à 63 va enclencher le malus de 10% qui est objectivement un faux problème. D'accord ? Donc, liquidation dès 62 et au taux plein. Donc, le taux plein, pour avoir le taux plein, c'est simple, c'est soit j'ai le nombre de trimestres défini par décret, c'est-à-dire ça va être en fonction de mon année de naissance. Globalement, retenez que c'est entre 168 et 170 trimestres pour valider le taux plein. Et si je n'ai jamais l'atteinte de ce nombre de trimestres, le taux plein me sera versé de manière automatique dès 67 ans. Une fois qu'on a toutes ces composantes qui sont de se dire je sais quand je peux partir à la retraite, c'est-à-dire quand est-ce que j'aurai le taux plein, est-ce que je l'aurai à 62, 63, 64 ou plus tard? Donc là, ça va être mon axe chronologique. Donc en gros, je récupère mon relevé de carrière le plus rapidement possible. Dès 55 ans, ça a du sens. Entre 50 et 55 ans, ça a du sens pour déterminer quand j'aurai la retraite. Est-ce que je l'aurai à 62, 63, 64, 65 en termes de taux plein? De déterminer le montant de la retraite qui sera le mien au moment de l'obtention de ce taux plein, va se poser la question par rapport à mon axe chronologique de déterminer si oui ou non il y a matière à envisager des scénarios de travail. Donc, les scénarios de travail vont être les suivants. C'est de dire quels sont besoin de mon courrier. Les spécificités disent
Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Alors, Il y a un micro ouvert. Alors, les spécificités retraite, c'est de dire quoi? C'est de dire sur la base de la récupération du relevé de carrière, certains d'entre vous pourront être éligibles à un départ anticipé avant 62 ans et dès 60 ans ou entre 60 et 62 ans. Pour prétendre bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue, il est nécessaire d'avoir, bien entendu, entre 60 ans ou dès 60 ans, mais entre 60 et 62 ans, avoir validé ou avoir cotisé le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention du taux plein. Donc, si on dit qu'il me faut 168 trimestres, pour pouvoir prétendre à un départ anticipé pour carrière longue, il faut que je puisse constater sur mon relevé de carrière que j'ai bien mes 168 trimestres avant les 62 ans et à partir de 60 ans. Attention, les trimestres pour enfants ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que pour les mamans, le fait de se dire c'est super, j'ai 180 ou 178 trimestres à 61 ou 62 ans en prenant en compte ou qui intègre le nombre d'enfants que j'ai eu, c'est une erreur de penser que je pourrais prétendre bénéficier. Parce que là, je suis tellement à la bourre pour envoyer mes trucs. S'il vous plaît, je crois que c'est le micro. Monsieur Bure, de BU. Voilà, je crois que je vais couper le micro. Voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, attention, les règles de départ anticipé pour carrière longue ne prennent pas en compte les trimestres pour enfants, donc les majorations de durée. Même chose. On est sur un public qui, a priori, n'est pas forcément éligible à ce type de carrière. Oui, on fait des stages très tôt. Ensuite, on a dans ce qui est véritablement intéressant, c'est de voir tout à l'heure la notion de cumul emploi-retraite, c'est-à-dire ceux qui, parmi vous, auront à partir de 62 ans les trimestres nécessaires pour prétendre liquider la retraite. La question, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais dès 62 ans en sachant que je peux très bien souhaiter vouloir maintenir mon activité professionnelle au-delà de 62 ans. Là, l'idée, c'est véritablement, et c'est excessivement rentable, de bénéficier de ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite, dans ce qu'on appelle, dans son dispositif dit libéralisé ou non plafonné. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux très bien constater à 62 ans que j'ai tous mes trimestres et d'avoir envie de continuer à exercer mon activité professionnelle. Dans ce cas, je vais rentrer dans la notion de cumul emploi-retraite, c'est-à-dire que j'aurai la possibilité de percevoir 100% de ma retraite tout en percevant 100% de la rémunération issue de mon activité conservée. Alors, c'est quoi l'activité conservée? Si je suis salarié et que je souhaite rester salarié chez mon employeur, ça veut dire que je perçois en plus de mon salaire actuel ma retraite sans plafonnement, mais je peux très bien également dire je souhaite changer de statut, migrer du statut de salarié vers celui de travailleur non salarié, c'est-à-dire de passer consultant, de mettre à mon compte pour cumuler de manière déplafonnée, c'est-à-dire sans limite, et les revenus issus de l'activité que j'ai conservée, développée ou maintenue, plus les pensions de retraite qui me seront versées. Pour pouvoir prétendre bénéficier de ce cumul non plafonné, il est totalement nécessaire d'avoir le taux plein. Si je n'ai pas le taux plein, d'accord, ou si j'ai liquidé ma retraite de manière anticipée pour carrière longue, alors on va avoir des règles de cumul plafonné qui vont se manifester. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces règles-là vont m'empêcher d'avoir un cumul par définition intégral. Et donc, si je suis travailleur non salarié, par exemple, les revenus issus de mon activité ne pourront pas dépasser 20 000 € par an, en plus de ma retraite. Et si je suis salarié, il y a des règles qui vont dire que je n'ai pas le droit de travailler ou de reprendre une activité salariée chez mon ancien employeur sans attendre une franchise de 6 mois. Attention, la franchise de 6 mois, c'est uniquement si je n'ai pas le taux plein.
et si le cumul de mon revenu et le cumul de ma retraite dépasse éventuellement mon ancien salaire. Donc, nous, ce qu'on va retenir, c'est que dans tous les cas de figure, il va falloir systématiquement, pour être dans un acte d'optimisation de mon départ à la retraite, il va falloir chercher à liquider sa retraite au taux plein. Je la refais, les pistes d'optimisation les plus sérieuses sont dans le cadre d'un départ à la retraite au taux plein, dès 62 ans si possible, et la vraie question sous-jacente, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, mais si je n'ai pas tous mes trimestres à 62 ans, et dans ce cas, on va réfléchir ici à la notion de rachat de trimestre. La notion de rachat de trimestre, elle dit quoi? Imaginons qu'à 62 ans, à travers l'analyse du relevé de carrière, je constate qu'il me manque 8 trimestres. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai deux options. C'est soit je décide de repousser la liquidation de ma retraite de 2 années, c'est-à-dire qu'au lieu de liquider ma retraite à 62 ans, je liquide ma retraite à 64, soit je prends comme option de racheter des trimestres au titre des années incomplètes, c'est-à-dire les années qui présentent moins de 4 trimestres, ou au titre des années d'études. Et l'idée de racheter des trimestres, c'est assez vertueux parce que quoi? Imaginons que je calcule votre retraite et que votre retraite au taux plein soit de 3 000 €. Je prends le même exemple que tout à l'heure. Mais il me manque 8 trimestres. Donc, je peux racheter un trimestre. Imaginons que le coût de rachat d'un trimestre, ce soit 4 000 €. Donc, ça veut dire que je sais que par décret, donc c'est fixé par décret, à 60 ans, racheter un trimestre me coûtera 4 000 €. Cette dépense sera défiscalisable, c'est-à-dire que je pourrai la passer en défiscalisation de mes revenus, et cette dépense de 4 000 € va me permettre tout simplement, en rachetant un trimestre, de me permettre de percevoir ma retraite un trimestre plus tôt, puisque si je rachète un trimestre, je peux partir 3 mois plus tôt. Et si je peux partir 3 mois plus tôt, c'est donc que je vais percevoir ma retraite à 3 000 € par mois 3 fois plus tôt. Ça veut dire que je vais toucher en contre-valeur rente 3 fois 3 000 €, c'est-à-dire 9 000 €. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que racheter un trimestre 4 000 € que j'aurais mis en défiscalisation me permet d'avoir dès 62 ans une contre-valeur rente me permettant de dire la chose suivante, me permettant de dire je dépense 4 000 qui va me rapporter 3 fois 3, 9 000 €. Et bien entendu, plus ma retraite va être forte, plus le retour sur investissement va être violent, puisque le coût d'achat est fixé par décret et est totalement indépendant de ma rémunération. Alors, sauf si je gagne moins de 40 000 €, le coût du trimestre sera inférieur à 4 000 € pour quelqu'un de 60 ans, par exemple. Mais si je gagne bien plus de 41 000 €, le montant de mon coût de trimestre sera plafonné à 4 000 €. En revanche, je peux espérer avoir une retraite qui, elle ne sera pas à 3 000 € par mois, mais peut-être à 4 000, 5 000 ou 6 000. Et dans ce cas, le retour sur investissement va être bien plus intéressant. Dans les fausses, excusez-moi, dans les idées fausses qu'on a parfois de la part de clients, c'est se dire oui, mais j'ai une grosse rémunération, donc mon trimestre va me coûter beaucoup plus cher. Et comme on l'a vu au début, en fait, le système des trimestres ne vaut que pour le premier socle du régime de base, qui lui est plafonné dans la rémunération de un PASS, un plafond annuel de sécurité sociale. Donc, même si on gagne beaucoup plus, en fait, le coût du trimestre, il est toujours compris entre 3 008 et 4 002 à peu près, suivant le moment où on le fait. Exactement. Et en plus, si vous avez une retraite qui va être très élevée, évidemment, vous êtes largement gagnant. Vous avez payé 3 fois 4 000 pour peut-être avoir 3 fois 6 000 ou 3 fois 7 000. Et en plus de ça, si jamais vous êtes dans une tranche marginale d'imposition élevée en activité, vous allez pouvoir passer en déductibilité le coût de rachat de ces trimestres. Et si vous êtes dans une tranche à 41 ou 45%, en gros, il y a la moitié du coût qui est absorbé en économie d'impôt. Donc là, on a un effet de levier investissement, retour sur investissement avec la retraite qui peut être très, très important. Exactement.
Et puis, bien entendu, quand on parle de stratégie retraite, on devra éventuellement, enfin pas éventuellement, non, plutôt systématiquement essayer de raisonner de manière intraconjugale avec le conjoint. C'est de se dire, moi, je peux partir éventuellement à 62 ans en ayant racheté des trimestres. Qu'en est-il de mon conjoint pour organiser une séquence de cumul ou de départ harmonisé et éventuellement également de se dire, moi, quand je suis en reprise d'activité, est-ce que j'ai monté ma société de consultant en même temps que de percevoir ma retraite? Est-ce que j'ai encore intérêt à percevoir des revenus alors que ça ne va plus changer grand-chose dans ma capacité à générer des droits? Là où mon conjoint est un petit peu plus juste en termes de trimestre validé ou de trimestre cotisé, est-ce que je n'aurais pas intérêt à l'employer ou à l'utiliser au sein de ma propre structure pour aller chercher des séquences d'optimisation? Ce que je veux absolument qu'on voit également avant d'interrompre la formation, ou l'intervention, c'est la notion de droit chômage. Je peux couper une seconde parce que comme on a une question sur les trimestres, oui. Je te l'ai dit, mais je vais y répondre. Peut-on racheter des trimestres alors qu'on a déjà tous les trimestres, mais avec des petits salaires? Les trimestres, une fois qu'on les a tous, oui, le fait d'aller racheter des trimestres, d'abord, on ne va pas le faire, puis ça ne va pas augmenter votre montant de retraite. La deuxième question étant, quel est le nombre de trimestres maximum? Est-ce qu'il y a un plafond en termes de nombre de trimestres que l'on peut racheter? Oui, alors on a 12 trimestres au maximum qui peuvent être rachetés. 12 trimestres qui vont se répartir indépendamment de 9 et 3, 2 et 10 et ainsi de suite. C'est 12 trimestres qui vont être rachetés au titre des années incomplètes et des années d'études supérieures. Donc les années d'études supérieures, c'est à partir du moment où vous avez un diplôme de type Bac+2. D'accord ? Bac+2, ça correspond à des études supérieures et les années prépa me permettant, qui sont sanctionnés par l'obtention d'un diplôme supérieur, rentrent également dans les années que je peux racheter. Alors ensuite, j'ai des trimestres spécifiques qu'on appelle des trimestres Madelin qui sont rachetables pour ceux qui sont travailleurs non salariés rattachés à la sécurité sociale des indépendants et qui n'ont pas d'autres caisses de rattachement. Imaginons en 2019-2018, j'ai pas d'autres caisses de rattachement, je viens de m'inscrire en tant que travailleur non salarié et je constate qu'il va me manquer un trimestre. Je peux, en plus des 12, racheter les trimestres dits Madelin en sachant que là, je dois respecter des durées ou des périodes de rachat. Je ne peux pas remonter plus de 6 ans en arrière. Mais retenez on va accélérer un petit peu puisqu'on est déjà presque à 1 heure. Exactement. Donc, voilà. L'idée, c'est de se dire, si demain, je dois organiser un cumul emploi-retraite, je ne veux pas rentrer dans le débat de ce slide. Ce que je veux juste qu'on ait à l'idée, c'est que quand je suis en cumul emploi-retraite, éviter de rester dans un statut de salarié pour ceux qui peuvent faire autrement, intégrer un statut de travailleur non salarié, notamment à travers la création d'une propre structure de conseil ou une structure de consultant, pour que vous puissiez facturer à votre ancien employeur, à votre partenaire, ou si vous le quittez, pour organiser du conseil auprès de vos propres clients. Optez plus pour le statut de travailleur non salarié, en sachant que contrairement à la légende urbaine, et notamment par rapport à ce slide qu'on ne va pas avoir le temps de développer, c'est de se dire, attention, quand je suis travailleur non salarié, plus mes revenus vont être élevés, plus le taux, c'est-à-dire la tranche marginale sociale, le taux de charge sociale qui va être appliqué sur la partie haute de mon revenu sera faible. Je la refais. Plus mon revenu sera fort, plus le taux qui sera appliqué sur la partie haute de mon salaire sera faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour un salarié, pour percevoir 1 000 € net, globalement, ça me coûte 75% de charge en partant sur le principe que je ne cotise pas au chômage, c'est-à-dire que je suis à mon compte. Donc, j'ai 75% de charge pour un salarié. Pour un travailleur non salarié, entre 0 et 40 000 € net, je vais avoir au maximum 50% de charge. Puis, sur la partie de mon salaire, mon revenu, compris entre 40 et 160 000, j'ai 30, puis 22, puis 21, contre 75% de charge, ce qui veut donc dire que le statut
de travailleurs non salariés est fortement intéressant et que contrairement à ce que vous pouvez entendre, percevoir du dividende de SAS par rapport à du dividende de SARL ou de la prime ou de la rémunération de travailleurs non salariés dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, le dividende ou le tout SAS n'est pas forcément une bonne option. Par manque de temps, on ne pourra pas rentrer dans cette dynamique. Ça vaut surtout pour des gens qui, effectivement, gérants de SARL, ont la capacité de verser soit des grosses rémunérations pour écraser leur taux de charge sociale ou des gros dividendes. Même chose pour avoir des cotisations sociales qui, en fait, diminuent. C'est l'inverse de l'impôt sur le revenu qui augmente avec la tranche marginale augmente avec vos impôts, la tranche marginale sociale diminue. Donc ça, c'est vrai pour que des gens de société qui peuvent se distribuer beaucoup, soit en rémunération de gérant, soit en dividende. Exactement. Jean-François, si tu permets, je vais terminer sur les deux chômages avant de parler juste des supports retraite. Ouais, on aura le point complet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les séquences de réflexion concernant le chômage peuvent avoir du sens, notamment à partir de 59 ans. Imaginons que vous soyez salarié dans votre structure et vous êtes employé et à un moment donné, vous dites, moi, je veux vaquer à autre chose. Deux choses. Sachez que quand vous avez cotisé, vous avez plus de 55 ans, vous avez cotisé plus de 36 mois sur votre dernier poste, pour faire simple, 36 mois de cotisation permet de générer 36 mois d'indemnisation versée par le Pôle emploi en cas de rupture du contrat de travail. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me retrouve à négocier une rupture de mon contrat de travail à 59 ans, d'accord, à 59 ans, je sais que je serai indemnisé par le Pôle emploi pendant 36 mois. Donc, ça veut dire que de mes 59 à mes 62 ans, je bénéficierai d'une indemnisation qui sera égale à globalement 57% de mes droits. D'accord? On enlèvera de ce montant-là 57% de mon salaire, 57% de mon salaire, on enlèvera de ce montant-là 10% au titre des prélèvements sociaux, mais retenez que je prends mon salaire brut, 57%, j'enlève 10%, et que l'indemnité maxi qui peut m'être versée, ça va être 7 000 € net par mois. Donc, j'arrête de travailler parce que j'ai une rupture, je vais me retrouver entre 59 et 62 avec la possibilité de pouvoir prétendre bénéficier d'une indemnité versée par le Pôle emploi. Si je constate qu'à 62 ans, je ne suis pas éligible à une liquidation de ma retraite au taux plein parce qu'il me manque des trimestres, et là, on va être en opposition avec la notion de « j'ai intérêt à arracher le trimestre », imaginons qu'à 62 ans, rebelote, je constate qu'il me manque les fameux 8 trimestres pour prétendre liquider ma retraite au taux plein. Là, il va se passer quelque chose de merveilleux, c'est que le Pôle emploi va maintenir son indemnisation jusqu'à l'obtention du taux plein. Ça veut dire que je suis indemnisé de 59 à 62. Si à 62 ans et un mois, pour faire simple, si à 62 ans révolus, on constate que je n'ai pas tous mes trimestres pour pouvoir prétendre liquider ma retraite au taux plein, alors le Pôle emploi va maintenir mon indemnisation exactement avec les mêmes montants jusqu'à l'obtention du taux plein et donc au plus tard jusqu'à mes 67 ans. Ce qui veut dire que dans un monde le plus abouti possible, je peux me retrouver à être indemnisé de 59 à 67 ans. Et on peut aller encore plus loin si notamment vous avez eu 2 séquences de travail salariat liées à une première période. Dit autrement, vous sortez d'une période 1 de travail vous permettant de dire j'arrive à 55-56 ans, d'accord? À 56 ans, je peux me retrouver dans une séquence où j'ai perdu mon premier poste, je recharge des droits et je peux pratiquement envisager d'être indemnisé quasiment de 57 ans et demi ou de 58 ans jusqu'à 67 ans par le jeu des recharges et par le jeu de la non-obtention du taux plein jusqu'à mes 67 ans. Là-dessus, je rajoute que c'est bien beau de dire que je puisse m'arrêter à travailler dès 59 ou dès 56 ou 57 ans. Mais si
je suis en situation d'être au chômage, je vais donc perdre en pouvoir d'achat. Sachez qu'il y a une particularité dans le cadre des droits retraite, des droits chômage, qui est la suivante. Si je crée une société, de conseil, par exemple, juste avant la rupture de mon contrat de travail, alors je bénéficie de ce qu'on appelle le cumul intégral. Le cumul intégral est porté par l'article 33 du règlement général du Pôle emploi qui dit la chose suivante, qui dit que je pourrais percevoir 100% de mes droits chômage, 100% de mes droits chômage, plus 100% des revenus issus de l'activité que j'aurais créée avant la rupture de mon contrat de travail. Alors, pour ceux que ça intéresse, on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est excessivement puissant. Mais l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire que rien n'empêche de négocier une rupture de contrat de travail avec votre partenaire, éventuellement continuer à avoir une société de conseil qui va générer du chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires étant totalement cumulable avec mon pôle emploi, à condition d'avoir créé ma société avant la rupture. Et si je dis que le pôle emploi m'est versé de mes 57, 58 ans jusqu'à mes 67 ans, imaginez la manière d'optimiser les choses sur le fait d'aller chercher un maintien de rémunération porté par le Pôle emploi, mes revenus, jusqu'à mes 67 ans. Et bien évidemment… Je te coupe, je réponds juste à une question qui était si on crée sa société quelques années avant notre chômage. Évidemment, hein. Alors, par exemple, de quelqu'un qui n'aurait pas du tout de société, mais si vous avez une société qui a été créée avant et sur laquelle vous versez une rémunération, quel que soit son niveau, évidemment, vous pourrez entrer dans ce dispositif si par ailleurs vous avez une rupture d'un contrat de travail. Vous avez une structure d'un côté, vous avez un contrat de travail dans une autre société. S'il y a une rupture de ce côté-là, vous pourrez faire ce cumul intégral. Alors, pour préciser, parce que de temps en temps, les gens se disent « Ah bah oui, c'est bon, moi j'ai créé ma structure, voilà, j'ai eu un licenciement, une transaction, mais j'ai créé ma structure après, donc tout va bien. » Non, en fait, si vous la créez après, c'est plus du tout la même histoire. Parce que là, en revanche, ce que vous allez vous verser va venir dégrader votre indemnité au titre du Pôle emploi. Alors que, voilà, étrangeté de la situation, hein, enfin, c'est écrit dans les textes. Si vous la créez peu de temps avant et que vous commencez à vous rémunérer un peu, eh bien, ça vous autorisera pour la suite à cumuler les deux sans dégradation de votre indemnité au Pôle emploi. Et dernier point, c'est la rupture. La rupture n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on entend toujours que si on démissionne, bien évidemment, je n'ai pas le droit au Pôle emploi. La réponse est oui, quand je démissionne, je n'ai pas le droit au Pôle emploi. Sauf que aujourd'hui, notamment en passant par des structures de portage salarial, c'est-à-dire en utilisant le système, qu'est-ce qui se passe? Sachez qu'une démission suivie d'un CDD de 65 jours, éventuellement en passant par une structure de portage salarial, une démission suivie d'un CDD de 65 jours, à l'issue du CDD de 65 jours, je reconstitue les conditions me permettant de bénéficier du Pôle emploi. Dit encore autrement, et ça c'est qu'une des thématiques parmi les thématiques de comment toucher le Pôle emploi, même si j'ai démissionné, il est aujourd'hui totalement possible d'envisager, même si c'est un peu moins fluide, un peu moins simple à mettre en place. Sachez que pour ceux d'entre vous qui se diraient « moi j'aimerais bien partir, mais la rupture, ce n'est pas culturel chez nous, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela », derrière une démission, si on a les moyens d'organiser une séquence de recours à un CDD ou autre, notamment pour les personnes qui ont travaillé plus de 3 ans chez leur dernier employeur, il est possible d'aller chercher l'indemnisation versée par le Pôle emploi. Donc tout ça, et je termine là-dessus, pour expliquer que la notion de retraite n'est pas qu'une notion qui repose sur des projections calculatoires pour savoir combien je vais gagner à 64, 65, 66 ans ou dès 62 ans, ne porte pas que sur les produits, mais rentre véritablement dans une réflexion stratégique d'optimisation ayant vocation à dire quand est-ce que je la prends, est-ce que je rachète des trimestres, est-ce que je fais du cumul, est-ce que je me fais sponsoriser par le Pôle emploi, est-ce que j'utilise mon conjoint pour percevoir de la rémunération de type intéressement, participation qu'on n'aura pas eu le temps de voir, mais qui me permet d'aller chercher des revenus totalement exonérés de charges. Bref, il y a 1 milliard de choses à raconter. Et bien entendu, derrière cela, il y a également
les modifications de l'environnement produit. Je pense que Jean-François avait déjà eu l'occasion d'évoquer ça peut-être dans d'autres. On a fait deux webinaires donc, que vous retrouverez bientôt quand ils vont être, je crois, mis en ligne sur YouTube. Un concernant justement le PER individuel, donc, qui est une nouvelle définition de ce qui avant était deux contrats différents. Vous avez le contrat Madelin pour les travailleurs non salariés, profession libérale, et puis vous avez le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, qui était pour tout le monde, qui vous permettait de vous créer une retraite complémentaire à terme en faisant des versements entre guillemets défiscalisés. La loi Pacte a changé un peu tout ça en regroupant sous une même appellation, mais il existe toujours ces deux sous-compartiments. La grosse différence, c'est qu'avant, voilà, avec le Madelin et le PERP, vous pouviez sortir en rente viagère uniquement. Avec ce nouveau PER individuel, vous pouvez sortir en capital, en une ou plusieurs fois, mais ça, vous pourrez le voir le détail de notre présentation qu'on a déjà faite. Et puis là, on a fait un autre webinaire sur la partie épargne salariale. Donc, l'intérêt des dispositifs que certains connaissent aussi sont salariés d'entreprises, PE, PERCO, avec ou sans abondement, avec ou sans accord de participation, d'intéressement, et qui peut être aussi utilisé par le dirigeant d'une structure plus petite, si tant est qu'il est au moins salarié. Donc là aussi, vous pouvez visionner la présentation qu'on a faite, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a tous ces outils aussi qui existent pour venir améliorer la situation au moment de la retraite en termes ou de capital permis par la loi Pacte ou de flux de revenus. Avec Olivier, on a vu tout ce qui tient autour des régimes obligatoires et des optimisations qui peuvent être faites grâce notamment soit à Pôle emploi, soit au cumul emploi-retraite. Mais vous avez des systèmes que vous pouvez utiliser soit individuellement et collectivement, si vous êtes salarié ou si vous êtes chef d'entreprise et vous avez au moins salarié. C'est vraiment des outils qu'il faut absolument utiliser, mettre en place pour voir ce qu'il est possible de faire. Mais sans rentrer dans le détail sur la partie épargne salariale, on a vraiment un effet extrêmement important en termes d'efficacité économique, puisque quasiment pas chargé socialement, en tout cas pour les petites structures, et avec une sortie qui, elle aussi, est assez légère en termes de fiscalité. Donc, voilà, juste pour vous dire qu'il y a d'autres dispositifs. Je reste à votre disposition s'il y a des points que vous voulez creuser. Même si c'est des points que vous voulez creuser avec Olivier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'organiserai la transition. Je précise au passage que dans notre organisation, nous avons donc toute une série d'experts sur des thématiques différentes autour de nous qui sont des experts indépendants, avec lesquels nous n'avons pas de lien financier. L'idée pour nous est d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients et de construire une relation dans la durée. Donc, on a un peu dépassé le timing, mais c'est quand même un sujet qui est assez vaste et qui regroupe pas mal de sujets périphériques, que ce soit le cumul emploi-retraite, que ce soit l'utilisation de Pôle emploi quand on peut le faire. Donc, en tout cas, merci à tous de votre attention, de votre participation. Donc, je sais que le support de présentation sera envoyé prochainement par l'association. Ils doivent mettre en ligne aussi très prochainement les 4 webinaires que nous avons fait précédemment. Et puis, comme je vous le disais, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail, à revenir vers moi sur certains aspects. Et puis, on avancera soit avec Olivier, soit sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, écoutez, nous allons rendre l'antenne. Je ne sais pas si notre ami de l'association est là pour terminer ou pas, je ne suis pas sûr. En tout cas, merci à tous de votre participation. J'espère que ça a été le plus clair possible. Ce ne sont pas forcément des sujets très simples. On a essayé de rendre le plus audible et compréhensible possible. Et puis, nous restons à votre disposition.